Donc, nous allons aborder en 2 temps ce webinaire sur le déconfinement et comment je m'y prends. Ce que je vous propose, c'est très simplement de rappeler très rapidement les risques qui sont liés au Covid-19, les préalables nécessaires à la mise en œuvre de ce protocole de reprise du travail, avec le document unique et sa mise à jour spécifique Covid-19. Et puis nous entrerons dans le vif du sujet avec le contenu du protocole national de déconfinement édité par le ministère du Travail cette semaine, puisqu'il est sorti lundi et il est tout récent. Après, nous verrons comment formaliser le protocole de reprise, quelques autres outils et nous passerons aux questions-réponses. Est-ce que vous m'entendez bien? Il faut que je parle plus fort, excusez-moi. Donc, tout le monde a vu le programme, c'est bon? Alors, 2 petites diapositives qui peuvent paraître un peu naïves vu le contexte, puisqu'on est tous vraiment dans le bain des symptômes de cette maladie, mais ça peut aider à formaliser très simplement auprès des salariés cette information que vous devrez faire. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Quels sont les symptômes, notamment la fièvre, la fatigue, les maux de tête, les difficultés respiratoires, les essoufflements, quels sont les risques donc pour la santé et quels sont les risques pour la santé de l'entreprise. Ensuite, de ces manifestations et de ces symptômes découle un mode de transmission qui est la vraie problématique actuelle, qui détermine les conditions de contagion de cette maladie. Et les conditions de contagion, c'est effectivement les gouttelettes, la propagation des gouttelettes de fuite corporelle, notamment lors des éternuements, des entretiens, discours longs avec une distance inférieure à 1 mètre entre 2 personnes, les contacts étroits avec des personnes malades, la toux, les éternuements, évidemment, ça on connaît bien, et en cas d'absence de mesures de protection. La transmission du virus se fait également et très intensivement par les mains non lavées et souillées par des gouttelettes. De ces modes de transmission de la contagion vont pouvoir être mises en place les mesures de prévention. Elles sont organisées au niveau prévention collective et prévention individuelle sur les bases de ces facteurs de contamination. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet concernant le protocole national de déconfinement pour les entreprises, pour assurer la santé, la sécurité des travailleurs qui vont revenir dans les entreprises, le ministère a sorti un document guide qui est un document essentiellement avec des mesures techniques pour justement vous aider à identifier les points sur lesquels il va falloir beaucoup réfléchir pour permettre le retour des salariés et le travail en toute sécurité. Un préalable, c'est la mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels à laquelle vous avez dû normalement procéder auparavant. Cette mise à jour des risques dans l'entreprise, elle consiste évidemment à analyser toutes les circonstances d'exposition, de travail, d'environnement, pour éviter les risques d'exposition au virus. Il va falloir évaluer les risques qui ne peuvent être évités, ça c'est dans les principes généraux de prévention. Donc effectivement, le virus comme il circule, on ne peut pas le supprimer d'emblée, donc on va être obligé d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, donc les circonstances de travail par rapport à la présence
du virus potentiellement dans l'entreprise. Il va falloir privilégier les mesures de prévention collective par rapport aux mesures de prévention individuelle. Et là, on retiendra essentiellement les mesures organisationnelles, avec privilégier le télétravail encore quelques semaines quand c'est possible. D'autres mesures organisationnelles seront développées. Et puis, les mesures techniques, collectives techniques, prévention collective, avec aussi une grosse partie d'attention à porter sur l'information des salariés, la signalétique et l'apprentissage, un peu l'éducation des salariés par rapport à ces nouvelles circonstances de travail. Les mesures de protection individuelle, elles viendront en complément sur les risques résiduels. Pour ceux qui n'ont pas ou pas terminé leur mise à jour de l'évaluation des risques ou pas encore encore rédigé leur document unique, je vous rappelle que MT71 organise des sessions régulières, quotidiennes, pour aider les entreprises à mettre à jour leur document unique ou même à refaire des formations sur la mise en place du vrai document unique de base. Cette mise à jour, elle va conduire, donc avec la mise en place des principes qu'on vient d'aborder, elle va conduire soit à un plan de continuité d'activité si les entreprises n'ont pas complètement arrêté leur activité depuis le confinement, ou bien elle va conduire à la rédaction du plan de reprise d'activité qu'on peut appeler également protocole de reprise. Alors la démarche pour procéder, il faut anticiper la reprise. Donc je pense que là, on est jeudi pour une reprise éventuelle lundi. J'espère que vous avez pu anticiper et je sais que vous avez pu anticiper depuis plusieurs semaines parce que vu les questions que nous avons au niveau de la cellule Covid-19, nous savons que vous êtes vraiment en train de travailler sur cette reprise et qu'elle va aboutir rapidement. Donc, anticiper la reprise, ça veut dire qu'effectivement, c'est la responsabilité de la direction, mais ça peut être également la direction pas toute seule. Moi, je pense qu'il est important d'intégrer, si vous avez des instances représentatives du personnel, de les intégrer au moins à ce que vous avez mis en place, à la réflexion que vous avez pu avoir ensemble. Si, selon la taille de l'entreprise, il y a peut-être eu un groupe qui a travaillé avec la direction, ça c'est bien sûr selon la taille. Ce qui est important, qui peut être préconisé, c'est nommer un référent Covid-19. Il nous semble important qu'il y ait une personne spécifiquement joignable, avec qui on pourra discuter, où on pourra évoquer les difficultés par rapport au nouveau fonctionnement, aux nouvelles méthodes de travail. Et il faut nommer ce référent Covid-19. Ça peut être le directeur, ça peut être un secouriste spécifiquement formé Covid-19, ça peut être un membre des instances représentatives. Enfin, c'est vous qui décidez, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse suivre un peu l'évolution de cette démarche mise en œuvre. Et puis, nous avons mis en place à MT71 un outil pratique qui fait partie du deuxième temps de la présentation, un outil avec des fiches pratiques, et la fiche pratique préambule MT71 constitue une aide justement pour anticiper la reprise. La deuxième étape, c'est rassembler les informations ressources que nous avons. Donc évidemment ce support protocole national de déconfinement proposé par le ministère qui va reprendre 8 points fondamentaux à évaluer. Les fiches métiers du ministère, qui sont proposées depuis déjà des semaines, qui sont à peu près au nombre d'une petite cinquantaine et qui tracent un peu toutes les circonstances de travail dans différentes branches, qui sont très simples, synthétiques et utilisables facilement dans les entreprises. Vous aurez besoin de votre annexe document unique d'évaluation des risques mise à jour Covid-19. Et puis, vous pourrez vous appuyer sur toutes les guides et bonnes pratiques de votre branche professionnelle, s'il y en a eu,
ou d'autres documents qui auraient pu être édités par les services de santé au travail ou d'autres organismes qui vont vous aider sur la mise en place de ces démarches, notamment pour les mesures de prévention. Ensuite, il faudra rédiger le protocole de déconfinement, qu'on peut appeler aussi plan de reprise d'activité. On s'appuiera donc sur le document du ministère et les 8 points, et surtout sur l'outil qu'on a mis en place et qui reprend ces 8 points du ministère sous forme d'un tableau Excel dans lequel seront intégrées toutes les mesures de prévention et notamment celles du document du ministère, et où vous pourrez vous-même vous rendre compte si vous avez ou pas mis en place ces mesures, si elles ne sont pas concernées dans votre entreprise, et qui, si effectivement c'est mis en place, qui est concerné par ces mesures, de façon à bien tracer qui est exposé à quoi et quelle prévention est mise en place pour tel ou tel les salariés de l'entreprise, les extérieurs à l'entreprise ou les clients. Il faudra relever toutes ces informations, les partager avec vos salariés, avec les instances et faire la synthèse dans le protocole de reprise d'activité. Diffuser le protocole, c'est important si vous avez pu le diffuser en amont. Si vous avez pu, même s'il n'est pas finalisé, si vous avez pu déjà informer vos salariés avant qu'ils reprennent, c'est bien. Comme ça, ils ont le temps un peu de s'imprégner des gros changements qu'il va y avoir à mettre en place dans l'entreprise. Et puis, ils seront plus attentifs lors de l'accueil à la reprise le 11 ou les semaines après, selon vos branches professionnelles. Il faudra suivre et mettre à jour, bien sûr ajuster ce document si besoin par les mesures de prévention. Donc, il se décline comme ça, ce protocole national, en 8 points, avec les mesures barrières et de distanciation physique. Ça, c'est un rappel. Les recommandations en termes de jauge par espace ouvert. Ça, c'est une notion nouvelle. Et puis, la gestion des flux de personnes, une notion très importante à étudier. Les équipements de protection individuelle, les tests de dépistage, le protocole de prise en charge des personnes symptomatiques et de ces contacts rapprochés. Ça, c'est effectivement nouveau aussi. La prise de température et le nettoyage et désinfection des locaux, matériels, etc. Donc, ces 8 points sont fondamentaux et à étudier, à évaluer pour mettre la prévention en place. Et puis, donc, on aura les fiches pratiques MT71 pour vous aider de façon très concrète. Alors, on va reprendre les 8 points, pas très précisément, parce qu'on le verra après que dans l'outil, c'est fait très précisément. Donc, je préfère qu'on ait du temps pour l'outil et les questions après. Donc, on reprend la première mesure, c'est les mesures barrières et de distanciation. Vous les connaissez, on les connaît tous. La première partie étant concerne vraiment se laver les mains régulièrement, éviter de toucher. Tout ça, c'est du connu par tous. Et c'est même connu dans la vie quotidienne. Donc, les gens n'ont pas de difficulté à reconduire ces mesures dans l'entreprise. La deuxième partie, elle est un peu plus sur le collectif et on y trouvera un peu plus d'intérêt dans l'entreprise, à mettre en place dans l'entreprise. Hein, éviter de porter les gants, donc on y reviendra tout à l'heure. Il y a un certain nombre de mesures qui seront reprises dans les autres points du protocole national. Donc ça, c'est de l'information, bien sûr, à donner, à afficher, à donner. Le deuxième point sont les recommandations en termes de jauge par espace ouvert. Donc, c'est un critère universel d'occupation maximale des locaux quand on est obligé de partager des surfaces avec plusieurs personnes. Donc, la notion de 4 mètres carrés par personne est ressortie donc, dans cette jauge. Elle garantit 1 mètre minimum autour de la personne, 1 mètre en avant, 1 mètre à droite, 1 mètre à gauche, 1 mètre en arrière, ce qui fait 4 mètres carrés par personne. Et ça permet de calculer dans une grande pièce combien de salariés peuvent travailler en respectant les distances qui sont préconisées pour se protéger de la propagation du virus.
Donc, il y a un petit calcul à faire qui n'est pas très compliqué, mais qui est bien expliqué dans le document avec des exemples. On va se servir de la surface totale du bâtiment ou de la pièce ou de l'atelier et on va retirer la surface utilisée. La surface utilisée par le mobilier ou par les espaces de circulation qui sont réservés. Ça veut dire que notre surface totale moins la surface utilisée, ça va nous donner une surface résiduelle. Cette surface résiduelle, c'est elle qui va nous permettre, en divisant par 4 mètres carrés, de trouver le nombre de gens potentiellement qui vont pouvoir être présents dans l'atelier, dans le bureau, dans les locaux pour être en sécurité. Concernant les surfaces de plus de 40 000 m², là, il faut une autorisation de la préfecture. Le troisième point très important, peut-être le plus complexe à matérialiser, c'est la gestion des flux de personnes. Elle va nécessiter une analyse rigoureuse sur toute l'entreprise et sur toutes les périodes d'occupation de tous les locaux. De l'entrée dans l'entreprise à la sortie, il va falloir identifier où vont les personnes, comment elles circulent et à quel point il va peut-être pouvoir y avoir des goulots d'étranglement, etc. Ça concerne les salariés, le personnel, mais peut-être aussi les clients, les fournisseurs, les extérieurs. Il va falloir là identifier les risques de rupture de la distanciation physique, c'est-à-dire tous les endroits où on ne pourra pas respecter dans les passages les 1 mètre entre les salariés, entre les personnels. Il va falloir identifier et analyser les périodes d'affluence, c'est-à-dire les entrées, les sorties, les pauses, ce qui va nous permettre de réorganiser le travail en changeant peut-être les horaires, en mettant des modes organisationnels différents, en changeant les pauses, en changeant également peut-être les horaires de repas, et en sachant que le télétravail doit de toute façon être privilégié pour limiter le nombre de personnes présentes sur le site. Moins on a de gens présents, plus on arrive à respecter évidemment la distanciation. Donc encore quelques semaines, c'est privilégié par le ministère du Travail. Il faudra éviter ou limiter les flux et les croisements. Analyser les circonstances particulières de circulation dans les locaux communs, notamment dans les locaux de repas, de pause, lorsqu'on a des entreprises qui accueillent du public ou des clients. Il faudra analyser ça parce que peut-être si on limite la présence d'un certain nombre de gens à l'entrée, ça va faire un troupeau à l'extérieur. Donc, il faut aussi penser à organiser la distanciation à l'extérieur. Informer chaque occupant de nouvelles règles de circulation, ça c'est important. Dès l'accueil des salariés, donc dès le retour des salariés, il faudra flécher, signaler également les points de lavage des mains, ça c'est important, puisqu'on va commencer par là en arrivant sur le site. Donc le plan de circulation, qui va être important à matérialiser, ça prend du temps à mettre en place, mais c'est la base de la gestion des flux de personnel. Ensuite, le quatrième point concerne les équipements de protection individuelle. Vous savez que les équipements de protection individuelle, ils arrivent en dernier lieu quand on n'a pas pu mettre en place une protection collective suffisante ou une protection organisationnelle suffisante. Donc, c'est un moyen de prévention qui va servir qu'aux salariés, mais qui vient en dernier lieu pour compléter le risque résiduel, s'il y en a un. Donc, on comprend bien là que si on peut conserver les gens en télétravail, évidemment que les EPI ne seront pas utiles. En dernier recours, donc, en complément pour le risque résiduel, ils doivent être donc adaptés à la nature des risques au poste, c'est-à-dire que quand on a fait son évaluation des risques, si on a déjà besoin d'équipements de protection individuelle spécifiques aux tâches, il ne faudra pas substituer ces protections, notamment pour le risque chimique, par d'autres protections qui pourraient être des masques barrières ou des masques
identifier Covid alors qu'on aurait besoin d'autres protections par rapport à sa tâche. Les spécificités il y a des spécificités pour les personnes de santé qui, eux, ont des obligations encore plus poussées par rapport à leur protection individuelle. L'utilité du masque, des gants et des autres dispositifs de protection sont à aborder aussi, à évaluer. Et une attention est portée sur les gants. Pourquoi porter des gants dans le cadre de la protection Covid? On voit beaucoup de gens avec des gants et finalement, quand on ne sait pas bien les mettre ou pas bien les enlever ou les garder trop longtemps ou les jeter n'importe où, c'est encore un risque supplémentaire et les salariés peuvent se sentir faussement protégés, mais il vaut largement mieux se laver les mains très souvent avec de l'eau et du savon plutôt que de porter des gants, pour le Covid, j'entends. Le masque devient donc obligatoire uniquement si les règles de distanciation ne peuvent être respectées, ça c'est redit dans le document. Pour tous les EPI à usage unique, il faudra penser à l'approvisionnement, qui n'est pas une mince affaire en ce moment, à la récupération et à l'évacuation des déchets. Il y aura beaucoup de déchets Covid-19. Il faut penser à les collecter, donc notamment dans des poubelles à double sac. Il est recommandé d'attendre un petit moment avant de les évacuer et ça s'évacue dans les déchets industriels banaux, dans les poubelles normales. Je vous rappelle qu'on a mis en place un webinaire, le 5e webinaire, c'était l'utilisation des EPI. Et puis, on a mis aussi en place sur le site des tutos pour s'assurer de bien mettre ses gants, de bien les enlever, de bien mettre son masque et de bien le retirer. Donc, vous avez toujours accès, bien sûr, à ces tutos et ce webinaire en replay. Le 6e point concerne les tests de dépistage. Donc là, on en entend beaucoup parler en ce moment. L'objectif, c'est d'isoler au plus tôt un salarié présentant des symptômes, ainsi que les personnes ayant été en contact rapproché avec lui. Donc le rôle de l'entreprise dans cette nouvelle directive, ça va être surtout de diffuser les informations auprès des salariés, c'est-à-dire relayer les messages de conduite à tenir auprès des salariés. Quels sont les symptômes? Si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez de la fièvre, si vous toussez, la conduite à tenir, ce sera prévenez l'employeur, mais restez chez vous. Si toutefois, il s'agit de personnes qui sont déjà sur le site et qui ne se sentent pas bien, il y aura une conduite à tenir pour isoler la personne et la prendre en charge par des gens qui seront formés Covid, je pense au SST également, ou au référent Covid. Et puis, il faudra réévaluer la situation de contagion. Ça nécessitera de refaire une mise à jour dans votre DU, parce que si on a eu contagion, ça veut dire que quelque part, il y a une source, il faudra réévaluer. La collaboration avec les autorités sanitaires, elle vous sera demandée si vous êtes sollicité dans le cadre des contacts tracing. Et puis, le document, le protocole indique que la mise en place des tests de dépistage, soit les tests de virologie ou de sérologie, ne sont pas autorisés dans les entreprises. Parce que c'est complexe à réaliser, parce que ce n'est pas autorisé dans les entreprises. Le point 6, il concerne justement le protocole de prise en charge d'une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés. Donc, il faudra rédiger une procédure, éventuellement avec l'aide du médecin du travail, pour la prise en charge sans délai des personnes avec symptômes. Il faudra donc, j'en ai parlé un peu précédemment, isoler la personne dans un local qui peut être déjà réfléchi à l'avance, mobiliser le professionnel de santé de l'entreprise, soit le sauveteur secouriste, soit le référent Covid, contacter les services médicaux en fonction de la gravité des symptômes, et après la prise en charge, prendre contact avec le médecin du travail pour appliquer les consignes de désinfection et de suivi du personnel qui pourraient vous être conseillées. Si le cas Covid est confirmé, il y aura une prise en charge et un suivi par les acteurs du contact tracing, le médecin traitant notamment, l'assurance maladie. Le 7e point, c'est la prise de la température qui est abordée dans le protocole. Donc,
la prise de la température systématique n'est pas recommandée. Il y a toutefois la possibilité de mettre un thermomètre à disposition pour les automesures en individuel. À ce moment-là, il faudra penser aussi à la désinfection de ce matériel qui pourrait être utilisé par multiples personnes. Donc, ça peut être une mesure qui soit maintenue, je comprendrais, pour les très grosses entreprises, où ça peut être quand même un dépistage intéressant. Mais en dehors de ça, ce n'est pas recommandé. Et si toutefois vous l'imposez, ça va vous demander, c'est très cadré, de mettre en place des mesures encore complémentaires. Donc, vous avez la possibilité de le faire, mais ça doit respecter les dispositions du Code du travail, notamment adjoindre une note de service au règlement intérieur, donner l'info au secrétaire du CSE si vous avez un comité social économique et aussi à l'inspection du travail. Et il faut savoir aussi que le salarié a le droit de refuser de prendre sa température sur le lieu de travail, même si vous l'imposez. Dans ce cas-là, il ne rentre pas dans l'entreprise, vous le renvoyez chez vous, mais avec maintien de salaire. Le 8e point et le dernier concerne le nettoyage et la désinfection des locaux. Le nettoyage, c'est la phase avant la désinfection, hein, et souvent il peut suffire. Donc le nettoyage régulier des sols, des surfaces et objets fréquemment touchés, pensez aux déchets également, ce sera des phases à faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour, selon le matériel ou les locaux. Il va falloir privilégier l'utilisation de lingettes pré-imprégnées ou imbibées, si vous arrivez à en trouver encore. Sinon, utilisez d'autres produits dilués ou des sprays avec des chiffons microfibres. Il y a deux situations. Soit l'entreprise a fermé et elle rouvre après plusieurs semaines d'arrêt. À ce moment-là, les lieux auront été fermés depuis beaucoup plus que 5 jours. À ce moment-là, le protocole habituel de nettoyage peut suffire. Un bon nettoyage de réouverture sans désinfection. Il faudra bien aérer les locaux et laisser couler l'eau des robinets. Si toutefois l'entreprise n'a pas fermé, a continué de travailler ou à travailler de façon partielle, les lieux ont donc été fréquentés les 5 jours précédents. Donc c'est un indicateur, les 5 jours. Donc en dessous de 5 jours, il faudra procéder à un nettoyage poussé avec des produits tensioactifs parce que les gens auront circulé et le virus potentiellement peut être présent. La notion d'aération des locaux le plus souvent possible, ça, elle reste. Et il faudra s'assurer de l'organisation de la collecte et de la récupération des déchets. Une notion importante est aussi apportée dans le document concernant la résistance bactériologique qui pourrait résulter de certains micro-organismes du fait d'une utilisation trop importante et peut-être pas obligatoire des produits biocides, virucides. Donc, il y a une note INRS qui explique tout ça. On vous a mis le lien. Ensuite, je vous rappelle aussi le premier webinaire qu'on a fait MT71 qui concernait le nettoyage et la désinfection auquel vous pouvez aussi vous référer. On a abordé dans cette première partie tous les points clés, les points socles du protocole national pour la réouverture. Et on va aborder, si je ne vous ai pas trop saoulé, la cerise sur le gâteau, je dirais, c'est-à-dire l'outil. L'outil qui a été mis en place par MT71, qui est sous forme Excel. Donc là, je vais vous le présenter sous forme PDF parce que on ne peut pas trop le présenter sous forme Excel, mais il sera disponible sous forme d'un tableur Excel. Il sera aussi disponible pour les gens qui n'ont pas Excel sous forme PDF. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les fiches. Donc il y a une fiche par point abordé du protocole, plus une fiche préalable d'introduction avec la démarche. Et on reprend les mesures de prévention qui sont préconisées dans le document, mais qui sont aussi élargies à d'autres mesures de prévention que nous pouvons conseiller. Il reprend
si l'action sous forme de case à cocher, si l'action est déjà mise en place chez vous dans l'entreprise, ou est à mettre en place, ou n'est pas concernée. Et elle reprend la cible concernée, soit les salariés, soit les entreprises extérieures, soit les clients ou les visiteurs. Et puis, les lieux, vous pourrez noter également les lieux d'application ou les tâches concernées, ce qui vous permettra aussi d'avoir, ça peut satisfaire à la demande quand on fait de la recherche tracing, ça peut aussi satisfaire à cette obligation de retrouver qui a été en présence avec qui, etc. Donc, je pense que je vais... Oui, alors je ne vais pas pouvoir y aller tout de suite parce qu'il faut que j'aille au bout de ma présentation pour vous présenter l'outil. Donc, on est sur les diapos ressources. Les autres informations qui seront utiles à votre reprise pour vous aider, notamment les guides métiers du ministère du Travail et les fiches dont on a parlé au début. Il y a une 50aine de fiches par métier qui sont très synthétiques et que vous pouvez retrouver avec le lien qu'on vous a mis en dessous sur le site gouvernemental Info Coronavirus. Autres ressources, les ressources MT71, donc pour vous aider à l'obligation d'évaluation des risques et de mise à jour du document. Donc, je vous redonne l'information des sessions régulières pour l'aide à la mise en forme. Il y a un document sur notre site qui est téléchargeable et qui peut déjà vous aider à remplir, une annexe Covid-19. Et puis, j'ai noté également des actions à MT71 sur le soutien psychologique. Parce que le document du ministère, le protocole, n'aborde absolument pas l'aspect psychologique de la reprise, parce que ce n'est pas son objectif, il est sur la prévention, c'est un guide technique sur la prévention de la contagion. Mais il faut quand même ne pas oublier que la reprise, elle est attendue, mais c'est aussi pour certains une angoisse, c'est des difficultés par rapport au nouveau mode organisationnel. Donc, sachez qu'à MT71, nous avons 2 psychologues qui assurent des entretiens individuels ou des échanges sous forme des échanges de pratiques manager à distance. Ça peut être une information intéressante auquel vous avez accès. Alors, merci pour votre attention. Oui, mais on n'a pas fini. Donc, je vais couper, si j'y arrive, la première présentation. D'accord. Et essayer de vous montrer les fiches pratiques. Voilà. Qui, je pense, vont intéresser beaucoup de gens parce que c'est vraiment sous un format, c'est complet par rapport aux documents proposés pour le protocole national et c'est vraiment facile d'utilisation. Donc, c'est un document qui pourra peut-être évoluer aussi avec d'autres fiches, mais pour l'instant, il est vraiment ciblé sur les axes, les 8 axes du protocole national de confinement. Alors, comment il se présente ? À chaque fois, donc il y a une petite introduction sur les principes généraux. Je vous ai dit que c'était un élément indispensable à la reprise. Il faut avoir fait son évaluation des risques à partir des principes généraux de prévention. Donc on vous réexplique voilà, qu'il faut utiliser ces principes pour évaluer les risques, ceux qui ne peuvent pas être évités et arriver à la démarche de confinement déclinée en 8 fiches pratiques. Donc ça, c'est la première fiche. Alors après, je fais dérouler, je pense, ou je fais 3, 4... Ah oui, pardon, merci. Une petite fiche préambule. Donc, on ne va pas les passer toutes dans le détail, mais ça vous permettra de voir. Donc, habituellement, c'est en tableau Excel, où vous pourrez interférer dessus, où on vous reprend ce que je vous ai un petit peu développé, définir un responsable Covid. Ça, c'est le préambule. Généraliser le télétravail, organiser le présentiel, organiser la communication, organiser l'accès à l'établissement
et mettre à jour le DU, évidemment, document unique d'évaluation des risques, avec la partie est-ce que j'ai déjà mis en place cette mesure-là, est-ce que je peux la mettre en place, est-ce que je suis concernée, et pouvoir remplir ensuite les 2 colonnes à droite. Donc les 2 colonnes à droite, c'est du plus, hein, c'est un outil à partir du protocole. Et puis vous avez en dessous une partie ressources spécifique à la fiche abordée, avec par exemple une affiche sur les mesures barrières que vous pourrez télécharger et qui pourra être affichée, vous aider à la communication auprès des salariés, un modèle de mise à jour du DU, les fichiers NRS télétravail, un document sur les arrêts de travail, des guides de bonne pratique et un document sur les vestiaires et locaux sociaux. Donc, toutes les fiches vont être faites de la même façon, avec le point qui correspond, le point 1, là, c'est les mesures barrières et de distanciation physique qui concernent le socle. Hein, c'est vraiment la base de la prévention dans l'entreprise, respecter ces mesures barrières. Donc, on les redécline, on les précise un peu toutes. Après, à vous de voir si vous avez, ça peut vous donner des idées ou bien si vous avez déjà bien anticipé et si tout est déjà bien mis en place dans l'entreprise. Avec aussi une ressource en bas. Les espaces de travail, donc c'est le point 2 avec cette notion nouvelle de jauge. Donc là, on vous réexplique un petit peu le calcul et pourquoi on a mis ça en place. Après, à vous de citer les lieux où ça pourrait être appliqué, les surfaces, le nombre de personnes, si la jauge est respectée ou non respectée et si elle n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on met en place comme mesure complémentaire. Et puis, une mesure ressource également. La troisième fiche concerne donc le point 3, gestion des flux de personnes. Donc cette fiche, elle est très complète, elle est un peu longue, mais elle prend les flux depuis l'entrée du site. Alors, est-ce qu'on a des tourniquets? Est-ce qu'on a des endroits où il y a des rassemblements de gens obligatoires pour entrer, des zones de badge, etc. Donc là, il va falloir effectivement, on ne pourra pas respecter la distanciation de façon normale, donc mettre en place des mesures en face. Les marquages au sol en amont pour la distanciation physique. On a tout un tas de mesures avec des sens uniques concernant la séparation des flux qui vous sont proposés dans les zones d'attente, dans les lieux de pause, dans les locaux communs, les salles de réunion par exemple, ou les locaux sociaux. Donc la fiche, toujours pareil, des propositions et est-ce que c'est mis en place, pas mis en place et comment on peut, qui est concerné. Il y a une partie sur le restaurant collectif, c'est une grosse question également, hein, l'organisation des repas sur le lieu de travail pose problème, les bureaux, et puis l'accueil des intervenants extérieurs est également abordé. Le point 4 sur les équipements de protection individuelle. Oui. Donc je ne vais peut-être pas tout décrire les fiches parce qu'il faut qu'on avance un petit peu pour que vous ayez le temps de poser des questions. Donc vous voyez comment elles sont faites, hein, c'est assez précis et ça vous aidera dans le cadre de la checklist que vous devrez pointer, avec les ressources également. Le point sur le dépistage et contrôle des temps. Alors ça, c'est une fiche qui comprend 2 fiches finalement. Le dépistage des personnes et le contrôle des températures, ça a été regroupé. Donc vous verrez. La conduite à tenir en cas de personnes symptomatiques, qui est importante aussi puisqu'il faudra rédiger un protocole avec l'aide du médecin du travail si vous avez besoin. Et puis la dernière, enfin la fiche concernant le nettoyage et la désinfection, plus le traitement des déchets qui sera aussi importante et nécessaire à utiliser. Et bien je crois que j'ai fait le tour des fiches de l'outil. Donc pour l'instant, il est sous cette forme-là, vous y aurez accès très rapidement. Et il est peut-être voué à évoluer en termes de nombre de fiches puisque tout évolue en ce moment et voilà, on aura besoin peut-être de rajouter des fiches. Alors, je ferme le petit outil et il faut que je mette
Voilà. Terminé sur les 2 axes de la présentation. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir procéder aux questions. Oui, alors, nous avons beaucoup de questions. Alors, on nous parle de distance de sécurité supérieure à 1 mètre, mais quelles sont les préconisations à suivre? Est-ce que c'est 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, etc. La distance d'1 mètre, elle a été affichée depuis longtemps. Après, on n'a pas de certitude entre si j'éternue fort, j'éternue pas fort. Ça peut faire 1,50 m, ça peut faire 1,20 m. Voilà, pour l'instant, c'est la distance réglementaire de distanciation. Elle est fixée à 1 mètre. Si vous pouvez mettre plus, évidemment que c'est bien. Qu'en est-il des installations de climatisation? Qu'est-ce qu'on en fait? Oui, alors ça, c'est une bonne question qu'on s'est posée, que tout le monde se pose à l'entrée de l'été. Les climatisations, ça dépend du système de ventilation, de climatisation, du type de cassette ou du type de technique du système de ventilation. Quand on a des doubles flux, c'est-à-dire avec une partie d'air recyclé, repris dans les locaux, rafraîchi, recyclé, nous pensons, nous, préventeurs, qu'il est faut voir quels sont les filtres à l'intérieur, mais nous pensons qu'il vaut mieux pas les utiliser. Pas de recyclage, c'est comme pour les produits CMR, pas de recyclage. Si on a des dispositifs avec 100% d'air neuf, entrée, bien sûr qu'on peut utiliser. Comment je peux savoir si un produit d'entretien est efficace par rapport à son étiquetage? Alors, un produit d'entretien qui a un étiquetage, il a une fiche de données de sécurité que vous devez récupérer et il a aussi une notice technique que vous devez récupérer aussi auprès du fournisseur. Il faut absolument dans cette notice technique que ce soit noté qu'il est conforme à la norme 14476 qui veut dire qu'il est virucide pour avoir une action sur le Covid-19. Après ça, c'est pour vraiment désinfecter. Voilà, donc ces 2 documents peuvent vous aider à vérifier et souvent, ça peut être aussi indiqué sur le flacon. Est-on obligé de rédiger un protocole de déconfinement si l'entreprise n'a pas fermé? Si l'entreprise n'a pas fermé, elle a dû mettre en place un plan de continuité d'activité. Donc, ce plan-là fait office, puisqu'il va évoluer, puisque je pense qu'il va évoluer avec les conditions d'évolution de la maladie. Donc, le plan de continuité d'activité est suffisant pour moi. Un salarié peut-il refuser la prise de température? Si oui, faut-il le renvoyer chez lui et continuer à le payer? C'est un peu ce qu'on a dit là, oui. Oui, c'est pour ça que l'obligation du contrôle de température, c'est peut-être pas top. Il vaut mieux à ce moment-là sensibiliser les salariés à leur dire prenez votre température si vous ne vous sentez pas bien chez vous le matin avant de venir. Reprenez-la le soir pour vérifier que tout va bien et plutôt responsabiliser les gens dans ce sens-là. Doit-on désinfecter une salle entre 2 réunions dans la même journée? Je dirais que oui, il va falloir désinfecter. Vous voyez, là, je pose mes mains sur le bureau, j'utilise la souris. Je pense que oui, il faut que dans les salles de réunion qui sont occupées de façon active, souvent, il faut des lingettes ou des sprays avec des chiffons à utiliser très facilement pour ne pas perdre de vue, pas perdre le bon réflexe de désinfecter tout ce qu'on aura pu toucher, nous. Là, il y a l'ordinateur, il y a le clavier, il y a tout ça. Il faut absolument désinfecter après chaque séance de réunion et puis surtout bien aérer. Donc, il ne faut pas mettre les réunions l'une à la suite de l'autre. Il faut prévoir un temps. Une personne qui est dans la restauration s'interroge, est-ce qu'elle doit porter un masque pour la prise des commandes? Eh bien là, je dirais la distanciation, l'évaluation des risques va déterminer si elle est à plus d'1 mètre, si on peut mettre un plexiglas,
Ça, c'est de la prévention collective. Donc, c'est très utilisé, très mis en place depuis les semaines qui ont passé là. Donc, je dirais que si la prévention collective est bien mise en place et si on peut respecter une distanciation, il n'y a pas besoin de masque. Après, on a des gens qui sont très angoissés. Donc, si on trouve des masques et que les gens sont très angoissés, on peut mettre un masque barrière en plus. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Quel conseil donneriez-vous quand un sens de circulation marche en avant il n'est pas possible? C'est-à-dire qu'il y a des couloirs uniques, des cul-de-sac, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je vois. On donne des consignes, c'est-à-dire par exemple un escalier, il n'y a qu'un escalier. On ne peut pas faire un sens unique. Donc on va faire comme dans les montées-descentes, on va dire il y a une priorité à celui qui monte ou une priorité à celui qui descend. Mais on essaye de faire en sorte de ne pas se trouver à deux dans les escaliers ou dans les endroits. Il y a des consignes un peu logiques à réfléchir. Et si on ne peut pas, on est dans le cadre de la non-possibilité de garder la règle de distanciation. À ce moment-là, on porte un masque. S'il y a beaucoup d'endroits dans l'entreprise où on ne peut pas respecter ça, il faudra le port du masque et il est là pour ça, le masque. Alors, une autre question. Qui valide la checklist du protocole de déconfinement? Est-ce qu'il faut que toutes les mesures soient en place ou un nombre minimum? Je dirais qu'il faut que toutes les mesures aient été vérifiées, si elles sont concernées dans votre entreprise. Donc, il faut utiliser toutes les mesures préconisées par le ministère. Une chose que je n'ai pas dit en préambule, c'est que ce socle minimum, ce guide, il est fait aussi, il est très important parce qu'il va servir de base au contrôle des agents de la directe, de nos collègues inspecteurs du travail. Donc, ils sont là pour vérifier que vous avez pensé à tout. Donc, dans ce sens-là, je dirais que oui, il faut au moins, dans l'outil, vous avez vu, il y a une case non concernée, mais il faut évaluer quand même que vous n'êtes pas concerné par la mesure. Et je dirais qu'il faut tout lister. Le protocole de conduite à tenir en cas de personnes symptomatiques, faut-il le prévoir en amont avec la médecine du travail ou seulement si la situation se présente? Alors, en tant que préventeur, je dirais qu'il faudrait l'anticiper parce qu'au moment où on aura un cas, c'est un peu embêtant de se dire qu'est-ce que je fais, il faut que je joigne le médecin, on perd du temps et du coup, la personne n'est pas bien, elle est contagieuse et elle reste dans l'entreprise. Donc, je dirais qu'il faut vraiment anticiper. Alors, une personne revient sur la désinfection des salles de réunion. Elle nous dit qu'a priori, un nettoyage devrait suffire entre deux réunions dans une même journée. Un nettoyage, alors je voudrais précision sur la question, un nettoyage ou une désinfection? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Oui. Ah oui, d'accord. Un nettoyage, oui, avec les lingettes, oui, avec les désinfectants. Avec un désinfectant concerné par la norme 14476, c'est-à-dire virucide. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, on a beaucoup de questions sur la formation des SST, des secouristes du travail Covid-19. Donc, sachez qu'un webinaire est prévu la semaine prochaine sur le sujet. Notre équipe de formation est en train de le préparer. Parfait. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Donc, j'ai mes collègues qui ont tout bien collecté, tout synthétisé. Alors, quelles consignes pour des commerciaux qui se déplacent? Quelles consignes leur donner? Eh bien, l'employeur doit de toute façon, oui, il faut évaluer les risques. Hein, ça fait partie de l'étape préalable à la mise en place du protocole de reprise. Il va falloir évaluer les risques. Donc, de toute façon, on va utiliser un véhicule. Donc, il faut des produits de nettoyage dans le véhicule. Il faut une protection individuelle parce que beaucoup d'entreprises ne laisseront pas rentrer des gens dans leurs entreprises sans protection individuelle. Il faut tracer où on va.
il faut, oui, après, selon les risques, selon les tâches qui vont être réalisées dans les entreprises utilisatrices, je pense qu'il faut adapter, mais il faut bien analyser ça. Alors, autre question, en présence d'une personne symptomatique, est-ce qu'il vaut mieux contacter le médecin du travail pour avis médical ou alors contacter le médecin traitant? Alors, en principe, c'est le médecin traitant. C'est le médecin traitant, c'est le salarié qui appelle son médecin traitant. En principe, c'est comme ça que ça doit se faire. Après, le médecin du travail, vous, employeur, c'est votre référent santé-travail. Donc, vous pouvez, si on n'arrive pas à joindre le médecin traitant, on peut aussi avoir l'avis du médecin du travail. Mais en priorité, c'est le médecin traitant qui prendra en charge et qui verra, qui prescrivra éventuellement les tests et qui fera les examens. Et qui prendra la personne en charge si besoin. Après, d'où l'intérêt d'avoir anticipé un protocole avec le médecin. Oui, je pense qu'il n'y a plus de questions spécifiques à ce protocole de reprise. Notre directeur là, me rappelle que si vous avez besoin, tous les jours à 11 h, il y a un rendez-vous qui peut vous aider à mettre à jour votre évaluation des risques sur le Covid-19 et votre document unique. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aidera. Vous aurez donc le diaporama, l'outil en Excel et en PDF avec les fiches pratiques. Vous aurez la possibilité de repasser en replay la visio. Et puis, vous avez toujours, bien sûr, on est toujours à votre disposition, la possibilité de nous contacter sur l'adresse mail covid19@mt71.fr ou les 2 lignes que nous avons mis en place, dont vous avez toutes les informations sur notre site. Eh bien, puisque c'est terminé, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne reprise et à bientôt, probablement.